rejoindre Paul Watson et Lena Sato. Merci. Et Philippe Azoulay. Lena Sato, la marraine de la journée. Bonjour Lena. Paul, bienvenue. Merci. Very good. Paul, fondateur de Sea Shepherd. Et Philippe Azoulay, qui est également un des membres actifs de Sea Shepherd et qui nous accompagne plus que... et qui va aujourd'hui avoir une double activité, puisque c'est Philippe qui va faire l'interprétation en direct de Paul. Merci Philippe. Alors cette journée, Lena, Paul, 24 heures de méditation, pour vous, qu'est-ce qu'elle représente ? Pour moi, ça représente beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de manières dont on peut influer sur l'écologie du monde. Je pense que ça commence déjà par une écologie intérieure et aussi de prendre du temps chaque jour pour nous connecter à notre biosphère qui nous soutient toujours avec beaucoup de générosité. Et donc, c'est transmettre ce sentiment de gratitude pour elle, pour la vie qu'elle nous offre. Paul, cette journée, this day for you, Paul. This day, what does it represent for you? I think it's an opportunity for us to reflect on the planet that we live on. Are you translating? I think it's an opportunity for us to reflect on the planet that we live on. Cette journée va être une opportunité pour nous, pour vous exposer la... Bonjour, cette journée va être l'opportunité pour nous de vous expliquer exactement sur quelle planète nous vivons. Most of us regard this as the planet Earth, but in fact it is the planet Ocean. La plupart d'entre nous l'appellent la planète Terre, alors qu'en fait, c'est la planète Océan. For many of us, the ocean is what we regard as the sea. Pour la plupart d'entre nous, l'océan, c'est la mer. But what the ocean really is water in continuous motion. Mais en vérité, ce qu'est la Terre et ce qu'est l'océan, c'est une eau en mouvement permanent. Continuous circulation. En circulation permanente. Because water is the blood of the planet. Parce que la mer est le sang de la Terre. It is in the sea, of course. Elle est dans les océans, bien sûr, dans les mers. It's in the atmosphere. Dans l'atmosphère. It's in the groundwater. Sous la terre. It's locked up in ice and mountains and in Antarctica. Elle est prisonnière des glaces et des montagnes en Antarctica. And it's in the cell of every single living animal and plant. Et elle est dans la cellule de chacune des espèces et chacun des êtres sur cette planète. So what that actually means is that we are the ocean. Alors en fait, ce que tout cela veut dire, c'est que nous sommes les océans. And when we diminish any part of the other parts of the ocean, we diminish ourselves. Et lorsque nous faisons du mal à n'importe laquelle de ces parties des océans, c'est à nous que nous faisons du mal. And we can also look upon this planet as a spaceship. Mais nous pouvons aussi considérer cette planète comme un vaisseau. We're in this incredible voyage around the galaxy. Qui fait un incroyable voyage dans cette galaxie. And every spaceship has a life support system. Et chacun de ces vaisseaux a un système de survie naturel. It provides the oxygen we breathe, it provides food, it regulates the climate. Qui apporte l'air, la nourriture et tout ce dont nous avons besoin pour ce voyage. And the ocean is its own life support system. Et les océans sont la mère nourricière de ce système qui nous est tant utile. But it's run by a crew. Mais ce système est dirigé par un équipage that keeps all that machinery turning. Qui maintient cette machine en état. And unfortunately, human beings, we're not really good crew members. Et malheureusement, l'espèce humaine n'est pas un très bon équipage. We tend to be just passengers, having a good time entertaining ourselves. En fait, on est devenus des passagers qui passons un bon moment lors de ce voyage. But the tragedy is that we are killing the crew members. Mais la vérité et la tragédie, c'est que cet équipage est en train de tuer le vaisseau. The trees, the bees, the worms, the bacteria, all the animals and plants. Les oiseaux, les arbres, les vers, toutes les espèces, les végétaux de cette planète sont en danger. They are the crew that runs this. Ce sont eux, l'équipage, qui font que ce vaisseau fonctionne normalement.
And if we don't learn to live in harmony and protect the crew, we will not survive. Et si nous n'apprenons pas vite à vivre en harmonie, et à respecter et à protéger cet équipage, nous n'allons pas survivre. Therefore, respect for all other life is our key to survival. Le respect de toutes ces formes de vie, c'est la seule solution pour notre avenir et pour un espoir de vie pour l'humanité. Merci. Merci beaucoup. Merci Paul, merci Léna. Alors le vaisseau spatial, on le voit là, derrière nous, si on peut le revoir. Oui, Paul est notre vaisseau spatial. Non. Est-ce que voilà, cette incroyable photo. J'invite Jean-Pierre Gou à nous rejoindre sur scène. Jean-Pierre Gou. Jean-Pierre a écrit un roman qui s'appelle Le siècle bleu et qui nous raconte comment en un cycle lunaire, l'humanité peut quasiment se détruire et se régénérer en 28 jours. Et dans un des points clés, un des points de levier qui fait basculer l'humanité de la destruction à la construction, c'est cet overview effect, comme on dit, c'est de regarder la Terre depuis l'espace. Et est-ce qu'on peut venir installer l'oreillette à Paul, s'il vous plaît, pour que Paul puisse suivre ce qu'on est en train de se dire. Excusez-nous pour ces petits réglages techniques, mais ça va être réglé. Pendant ce temps-là, Jean-Pierre, cette photo qu'on voit derrière nous du vaisseau spatial. Alors cette photo du vaisseau spatial Terre, il n'y en a qu'une, jusqu'à l'année dernière, et c'est ça dont on va parler après un peu plus tard, tout à l'heure. Mais cette photo, elle est unique. Elle a été prise par les astronautes de l'équipage d'Apollo 17 le 7 décembre 1972. C'était la dernière mission Apollo et c'était la seule où la Terre était complètement éclairée. Et depuis, c'est la seule photo qu'on ait de la Terre et c'est une photo qui est extrêmement inspirante et qui a permis le démarrage de tous les mouvements écologiques pile au moment où les problèmes environnementaux devenaient globaux. Et cette image m'a beaucoup inspiré et en particulier, j'étais inspiré aussi par la transformation qu'ont vécu les astronautes en orbite. Donc, on aura tout à l'heure un des astronautes européens avec nous vers 20h. Alors Léna, quand tu vois notre vaisseau spatial, ça t'inspire? Oui, alors ça va tu as vous envie paraître... de plonger Oui, ça va vous paraître peut-être un peu particulier, mais moi quand je vois cette image, quand je l'ai vue pour la première fois, la Terre était plus petite, mais ça me rappelle en fait un œil qui s'ouvre dans le cosmos. Et ça me ramène à une expérience très particulière que j'ai eue avec un dauphin. Je crois que c'est l'une de mes expériences spirituelles les plus fortes. En fait, je nageais côte à côte avec une dauphine. Et à un moment, nous avons plongé tous les deux. Et on était tellement synchro l'une avec l'autre qu'à un instant, son œil s'est vraiment retrouvé à quelques centimètres du mien. Et en fait, j'ai plongé dans cet œil. Je me suis sentie devenir vraiment minuscule. Et l'œil a commencé à prendre des proportions infinies, c'était extraordinaire. Et dans cet œil, je voyais la galaxie. Et il y avait la pupille, et donc au centre, comme une espèce de trou noir, une ouverture. Et je suis rentrée dans cet œil. Et l'explosion, il y a une espèce d'explosion de joie, de lumière que j'ai ressentie. Et c'était peut-être la première fois que je me suis rendu compte à quel point notre conscience existe vraiment au-delà de notre corps, à quel point elle est infinie, à quel point elle est en connexion avec le cosmos. Et je partageais cette expérience que j'ai eue avec une amie, une femme que j'admire beaucoup qui s'appelle Abigail Holling, dont je parlerai plus tard. C'est une biologiste marine et une femme extraordinaire. Et elle me racontait une expérience similaire qu'elle avait eue avec un cachalot. Du coup, tu sais, c'est particulier parce que moi aussi, j'ai eu une expérience avec ce regard. Et c'est la première fois donc, que je me suis trouvée face à face à ce cachalot. Et je suis moi aussi tombée dans cet œil. Je dis, mais qu'est-ce que tu as vu dans l'œil de cette baleine? Et il me dit, j'ai vu la biosphère, j'ai vu la Terre. Et j'ai vraiment reçu un message d'amour pour la planète. Voilà, donc c'est ce que m'évoque à chaque fois que je vois cette image. Paul, tu te souviens la première fois que tu as vu cette photo? What I
remember seeing is the fact that on this little blue piece of stone, Ce dont je me rappelle, c'est que la première fois que j'ai vu cette photo, c'est ce rocher bleu, is the existence of every living thing that we know of. c'est la preuve de l'existence de tout ce que nous connaissons. And that from that vantage point, Et de ce point de vue, all of our political and difficulties with each other et toutes nos difficultés politiques ou de relationnelles entre nous are rendered insignificant sont en fait totalement insignifiantes with the realization that there is this one planet au regard du fait qu'il n'y a qu'une seule planète and we are that one planet. et nous sommes cette planète. And this is an incredibly infinite universe. Et c'est un univers infini et incroyable. And in this incredible vastness, there is this living thing. Et dans cette incroyable circonstance, il y a cette vie au milieu. And I think if we regard that living thing as one thing, which is all of us, Et si nous regardons cette chose qui vit comme une chose qui nous répond, then that is probably the best road towards having peace amongst humanity c'est peut-être le meilleur chemin que nous devons parcourir vers la paix sur cette planète and peace with all living things. et la paix avec toutes les espèces qui vivent sur cette planète. Because it's only through understanding that we have to have harmony with all living things Parce que ce n'est que lorsque nous comprendrons que c'est dans l'harmonie avec toutes les vies sur cette terre that we're going to survive. que nous pourrons survivre. Merci Paul. Jean-Pierre, la seule photo qui existait, c'était celle-là. Et raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Mais avant qu'on on voit la suite, cette photo a un côté extraordinaire, c'est qu'on a l'impression que la planète, en fait, c'est pas la planète Terre, c'est la planète mer, comme on entend parfois, qu'il y a de l'eau partout. Alors on va peut-être avancer un peu après. S'il vous plaît. Oui, donc de l'espace, on a l'impression que la Terre, c'est un vaisseau Terre, mais un vaisseau océan. Et si on réfléchit à combien d'eau il y a sur Terre, il faut regarder déjà le point le plus profond de la mer. Ce point le plus profond, c'est la fosse des Mariannes. Il fait 11,5 km de profondeur. Et le premier à avoir visité cette fosse des Mariannes, c'est Augustin Picard, le grand-père de Bertrand Piccard, qui a fait le tour du monde avec Solar Impulse. Et Augustin Picard, qui était aussi l'inventeur du Bathyscaphe, a plongé à 11,5 km et a donc mesuré quel était le point plus profond de l'océan. Il n'y a eu que 2 plongées dans la fosse des Mariannes. La suivante, c'était en 2012. Par James Cameron. Alors c'est beaucoup plus moderne puisque arrivé au fond, il a envoyé un message sur Twitter. Donc c'est pour dire je suis arrivé. Mais c'est les 2 seuls à avoir visité la fosse des Mariannes. Donc 11,5 km, il faut avoir ça en tête. Et en moyenne, si on mettait tous les océans comme une petite couche autour de la Terre, ça ferait que 3 km. Alors vous dites 3 km, c'est déjà épais, mais il faut comparer ça à 6000 km de rayon de la Terre. Alors là aussi, les chiffres vous perdent pas, mais comme on est à Paris, si le rayon de la Terre était un immeuble haussmannien qui fait à peu près 20 mètres, l'épaisseur de l'eau, c'est 1 cm. 20 mètres, 1 cm. Donc vous voyez que cette Terre, en fait, même si elle est couverte d'océan à 70%, c'est une couche extrêmement fine. Et cette couche, si on la mettait dans un globe, voici à quoi elle ressemblerait. Vous voyez cette petite bille bleue autour de la grosse bille qu'est la Terre, ça c'est l'ensemble de l'eau de surface que l'on a sur la Terre, donc, qui comprend les eaux salées, les eaux glacées et l'eau douce et l'eau douce circulante. Et si on enlève l'eau salée, si on enlève l'eau salée, l'eau douce, c'est la petite bille qui est encore à côté. Et si vous enlevez l'eau douce souterraine, qui est l'eau douce fossile, les aquifères, il y a une minuscule boule là que vous voyez au nord de la Floride, qui fait juste 20 km de rayon. Et ça, c'est l'ensemble de l'eau circulante dans lequel s'abreuvent toutes les espèces vivantes. Donc ça fait extrêmement... Ça nous renvoie à notre humilité et à la nécessité de protéger cette eau sur cette terre. Donc Paul, quand on voit la quantité d'eau, quand on parle des océans, on se rend compte de la fragilité. Déjà, la Terre est un vaisseau fragile, mais l'eau est un autre vaisseau sur le vaisseau.
Yeah. Of course, you know, we have to take into account the fact that water is also in our bodies D'abord, il faudrait peut-être considérer que l'eau est dans nos corps, and underground and in the ice. et sous la terre et dans la glace. And although it is a very small part of the overall planet, Et ce n'est qu'une infime partie de cette planète. it's the only part that really matters, Mais en fait, c'est la partie qui compte le plus. because without it there would be no life at all. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie. And we're discovering that water is actually everywhere in the universe. En fait, nous sommes en train de découvrir que l'eau est partout dans l'univers. In fact, there's more water on the sun than there is on Earth, En fait, il y a plus d'eau sur le Soleil qu'il y en a sur Terre. because water is a byproduct of nuclear fusion. Parce que l'eau est la résultante de la fusion nucléaire. So what we have there are vast oceans of superheated steam. Donc on a des océans de vapeur incandescente. Oceans so big you could probably put 1,000 Earths in one of them. L'océan est tellement grand qu'on pourrait mettre 1 millier de terres au milieu de tout ça. So again, as water unites every living thing on the planet, Les eaux unissent toutes les formes de vie sur cette planète. it is probably also the unification of all life throughout the universe. Et en fait, c'est sans doute le lien entre toutes les formes de vie dans l'univers. Léna, quand tu nages avec les baleines et les dauphins, est-ce que tu as cette conscience de la quantité extrêmement limitée d'eau? Parce que c'est un peu paradoxal, quand on voit les photos qu'on verra tout à l'heure avec toi, on te voit là au milieu de cet incroyable océan, et puis là on se dit, il y en a tellement peu. Moi, je voudrais simplement rebondir sur ce qu'a dit Paul. En fait, l'eau, c'est vraiment la sève de nos océans et la sève de nos corps. Et c'est vrai qu'on prend très peu de temps pour prendre conscience de cela. Et en fait, j'aimerais, si j'ai le temps, j'aimerais vous lire un message qui m'a été envoyé par une femme qui communique, en fait, elle, avec les orques. Et quand elle a su que je participais à cet événement, elle m'a dit, écoute, si ça te paraît approprié, pourrais-tu le partager au public? Ça peut vous paraître un peu particulier, mais en fait, c'est une orque qui s'adresse à nous. Donc c'est un message canalisé. Si vous souhaitez réellement venir en aide à la planète, il y a un réel besoin d'une intention intensive et continue de millions d'individus pour neutraliser cette pollution, ou bien nous en souffrirons tous. Elle est parlée en particulier de la radiation après l'événement de Fukushima, mais je pense qu'on pourrait parler de tous les menaces, tous les dangers qui menacent aux océans aujourd'hui. Je continue. Je ne parle pas seulement de nous dans les océans, mais de tous, partout, sur chaque continent. Ceci pourrait bouleverser votre monde d'une manière que vous ne sauriez imaginer. S'il vous plaît, faites savoir ceci au plus grand nombre. Nous continuons à envoyer de l'énergie, de lumière et d'amour dans l'eau pour tenter de le neutraliser, mais nous avons besoin de toute l'assistance que nous pouvons recevoir. Ce à quoi la communicatrice a répondu, « Il est très difficile pour moi de croire qu'une simple intention mentale a la force de changer un événement physique très concret. » Donc, elle doute du pouvoir de la méditation et de nos intentions pour adresser le problème de pollution dans les océans, ce que je comprends très bien. Ce à quoi l'orque répond, « Je sais que vous avez du mal avec ces concepts, mais ils sont réels. Plus l'humanité s'exercera à maintenir une vision et la nourrir avec de la lumière et de l'amour, plus les choses changeront. Ne vous laissez pas aller au désespoir ou un sentiment d'impuissance. Mobilisez vos troupes. Lorsque les gens concentreront leur énergie sur ces choses, ceux avec l'expertise nécessaire commenceront à trouver des solutions pratiques et concrètes pour réparer ces choses. Le travail énergétique préparera et aidera à l'émergence des solutions. Un effort concerté à tout niveau sera nécessaire. Les choses n'ont jamais été aussi urgentes. Comme je l'ai dit auparavant, quoi qu'il advienne, la Terre survivra. Éventuellement, elle s'auto-guérira. Surtout, si certaines formes de vie disparaissent, il n'y a pas de souci à se faire pour elles. Mais il est vraiment temps pour tous de réaliser à quel point la situation est critique et de mettre nos différences de côté pour œuvrer ensemble afin de créer un environnement aussi sain que possible.
Donc, est-ce que la méditation peut contribuer au bien-être de nos océans ou de la biosphère? Je pense que oui, on fait partie intégrante de la biosphère. Et on peut déjà commencer par se connecter à elle tous les jours, puis aussi prendre des actions très concrètes, comme le fait le capitaine Paul Watson ici, que j'admire énormément pour son engagement pour les océans. Je propose qu'on prenne... Merci Léna. Merci. Merci. Je propose qu'on prenne une minute de silence avant de rentrer dans l'Overview Effect avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, cette image incroyable de la Terre, elle a une histoire. Non seulement Apollo, mais il y a une suite maintenant. C'est-à-dire qu'on est en train d'écrire la suite. Alors il y a une suite qui est dans ton roman, et ce roman, Le siècle bleu, est notre histoire à nous tous. Je vous invite vraiment à le lire. Vous allez toutes et tous vous y retrouver dans cette aventure de la reconstruction de l'humanité. Et cette histoire continue, Jean-Pierre. Elle continue, mais juste avant de vous parler de ça, je voudrais aussi remercier Paul Watson pour son engagement et aussi pour l'inspiration, parce qu'il y a deux choses qui m'ont inspiré dans ce roman. La première chose, ce sont les images des astronautes dont on va parler, et la deuxième chose, c'est Paul Watson et Sea Shepherd, puisque le personnage principal est un éco-activiste directement inspiré par Paul. Donc merci pour l'inspiration et pour tout ce que tu fais. Vraiment, merci. Merci. Donc, cette image que vous aviez vue d'Apollo en 1972, elle est unique. Et cette image a démarré donc les mouvements environnementaux. Elle leur a permis d'émerger, de prendre cette conscience planétaire. Mais l'effet de cette image s'est estompé avec le temps. Et il y a une catégorie de personnes chez qui l'effet ne s'est pas du tout estompé avec le temps, c'est les astronautes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un effet qui s'appelle l'Overview Effect, où quand les personnes sont exposées à la beauté de la Terre, vue depuis l'espace, qui tourne avec un rythme lancinant, combiné avec l'apesanteur, le silence et la peur, parce que c'est un endroit extrêmement précaire, il y a toutes les conditions qui sont réunies pour une expérience méditative, voire mystique, voire extatique. Et cet Overview Effect les a marqués à vie. Jean-François Clairvoy vous en partira. Le vice-président Al Gore qu'on voit ici, en février 1998, c'était donc juste après la négociation du protocole de Kyoto dans lequel il était très impliqué, cherchait une façon d'engager les gens autour de ce défi climatique, et lui-même était très inspiré par Blue Marble, et il a eu un rêve pour essayer de mettre à disposition de tous cet Overview Effect qui n'avait été vécu que par 500 personnes. Donc cet overview et le rêve d'Al Gore, c'était d'envoyer un satellite dans l'espace pour pouvoir filmer en temps réel une image de la Terre toujours éclairée, pour avoir toujours le dernier visage de Gaïa accessible. Le problème, c'est que pour avoir ces images, c'est très compliqué, parce que si vous voulez avoir en temps réel une image de la Terre toujours éclairée, il faut être sur l'axe Terre-Soleil. Et sur cet axe Terre-Soleil, si vous êtes trop près de la Terre, la Terre vous attire. Si vous êtes trop près du Soleil, le Soleil vous attire. Et il n'y a qu'un seul point où les forces d'attraction de la Terre et du Soleil s'annulent. Ce point, il s'appelle le point de Lagrange L1. Et il est cité à 1 million de miles, c'est-à-dire 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc le défi d'Al Gore, c'était d'envoyer un satellite là-bas. Il y a eu une histoire absolument rocambolesque sur ce satellite. Il a été construit, puis annulé par le Congrès américain, puis après relancé, puis annulé par l'administration Bush, puis relancé par l'administration Obama. Et ce satellite, après 15 ans d'efforts, est finalement parti en février 2015. Il est arrivé au point L1 au mois de juin 2015, et en juillet, on a eu une seconde photo de la Terre dont les gens ont peu parlé, mais dont on va parler aujourd'hui. Voici la nouvelle photo.
Donc vous voyez, ce n'est pas la même que celle que vous avez vue précédemment. Celle que vous avez toujours vue, c'est toujours l'Afrique qui est en premier plan. Et ici, ce sont les États-Unis, enfin le Mexique qu'on voit en premier plan. Et donc c'était le deuxième portrait de Gaïa qui était lancé. Et la NASA, quand elle a sorti ce portrait au mois de juillet dernier, elle a dit qu'au mois de septembre, il y aurait un site web avec beaucoup d'autres images et on espérait la vidéo en temps réel d'Al Gore. Alors au mois de septembre, on a eu d'autres images de la Terre qui sont sorties. Là, vous pouvez voir une succession de portraits de Gaïa qui ont été mis en ligne par la NASA. Mais le problème qu'il y avait, c'était que toutes ces images étaient juste des images statiques, et ces images statiques n'ont pas cet effet de rotation qui permettent d'avoir cet overview effect et cette expérience extatique. Quand j'ai vu ça, j'étais très déçu parce que cette image était au cœur de mes romans et je me disais comment est-ce qu'on peut aller plus loin, comment est-ce qu'on peut faire partager cette expérience. Et avec mon ami Michael Bocara qui est dans la salle, nous sommes attelés à la tâche et avons décidé de finir le rêve d'Al Gore en faisant la technique suivante. En fait, on a pris ces différentes images de la Terre, il y en a à peu près une vingtaine par jour, on les a mis sur une sphère et mis en animation. Et ce que vous allez voir maintenant, c'est le résultat de ces images. C'est la première fois que vous allez voir une vidéo entièrement de la Terre, entière, filmée depuis l'espace. Donc c'est une première aujourd'hui au Grand Rex. Et pour nous accompagner, Virginie Robillard Virginie va nous rejoindre. Va nous accompagner et bonjour Virginie. Vous faire partager... Peut-être Yves, tu veux dire quelques mots sur Virginie ou sur ce qu'elle va faire Virginie nous avait déjà fait l'honneur d'être avec nous le 1er novembre. Bonjour Virginie Robillard.